Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire. La 10e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé Sialo 2023 a officiellement ouvert ses portes le mercredi dernier. Plusieurs activités sont au programme des 10 jours que vont durer ce salon. La qualité de l'air est un problème environnemental majeur. À Madagascar, sur la Grande Île, la population est exposée depuis le début de ce mois à une pollution inquiétante. Et en Ouganda, une start-up locale recycle les déchets des bananes en produits textiles. Comment cela est-il possible? Vous le verrez dans cette édition. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé Sialo 2023 a ouvert ses portes le 10 octobre et prendra fin le 20 octobre. Pour cette 10e édition, le thème retenu est la mécanisation et l'irrigation, levier d'une agriculture moderne et durable. La région de la Kara est mise en avant pour cette édition afin de faire valoir leurs compétences agricoles. Léon Sabo et Mika Gachi. Le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé Sialo, qui se déroule du 10 au 20 octobre 2023, a effectué son ouverture officielle ce 11 octobre 2023 par son commissaire général M. Tito Atikpo, par le représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, M. Dacha Boissy, et par les différents partenaires. Ce salon vise à promouvoir le secteur agricole, à valoriser et à améliorer la qualité de la productivité agroalimentaire au Togo. Au programme, des expositions avec des exposants venus de tout le Togo et de plusieurs autres pays, des panels animés par des experts mis à la disposition par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural et par les partenaires, des rencontres professionnelles et pour finir, le concours de l'innovation. Qui seront consacrés à l'agroécologie et la prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre de l'élaboration des projets agricoles. Une autre journée sera dédiée à ce que nous appelons l'entrepreneuriat agricole et comment on peut avoir accès au marché agricole, aux marchés régionaux. Pourquoi? Parce que nos jeunes structures, les TPE, les MPE, ne sont pas suffisamment outillés pour saisir les opportunités que présente par exemple aujourd'hui ASLECAF. Comment est-ce qu'on peut les aider? Comment est-ce qu'on peut les outiller à saisir les opportunités? Nous pensons qu'en organisant cette journée qui est dédiée à l'agro-entrepreneuriat des jeunes et à l'accès aux opportunités, ils peuvent être suffisamment outillés pour parvenir à réussir ce challenge-là. Nous aurons une autre journée qui sera dédiée au financement du secteur privé. Nous allons prendre pour partenaire l'agropole de Kara qui viendront présenter les opportunités qui sont disponibles pour le secteur privé. Nous allons aussi prendre une autre journée qui sera dédiée au rôle des interprofessions agricoles pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Pourquoi aujourd'hui la tendance, nous sommes justement dans le mois de la consommation locale. Nous sommes en train de remarquer qu'il y a une tendance progressive dans la consommation des produits locaux. Il faut que les organisations paysannes s'organisent pour que la production suive la consommation. Nous ne voulons pas arriver à un stade où on aura des besoins en termes d'exportation et d'importation encore de nos produits. Et en termes d'innovation, nous organisons le grand concours de l'innovation agricole, qui est un programme destiné à encourager et à faire la promotion de l'innovation dans le secteur agricole. Nous souhaitons vivement que les visiteurs, tous ceux-là qui ont des projets agricoles, ceux qui veulent rencontrer des partenaires financiers, ceux qui sont intéressés, qui ont un penchant pour l'agroécologie, viennent rencontrer les acteurs qui sont présents à ce salon. N'oublions pas que nous avons des partenaires qui sont en délégation et qui sont venus à ce salon pour proposer les technologies et les solutions en matière d'irrigation dans les projets agricoles. Le Sialo, qui est à sa 10e édition cette année, a choisi comme thème mécanisation et irrigation, levier d'une agriculture moderne et durable. Cette année, nous organisons la 10e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, un espace que nous avons pensé pour regrouper tous les acteurs qui sont dans le secteur agricole. Pour nous, en considérant qu'il y a un changement climatique en cours qui a forcément des externalités négatives sur la productivité, nous pensons qu'il est important de développer des solutions qui puissent renforcer la résilience des agriculteurs.
C'est en cela que nous avons réfléchi à la solution de l'irrigation, qui peut permettre justement de ne plus attendre la pluie, de ne plus être à la merci de la pluie. Nous pensons aussi que la mécanisation est très importante pour le secteur agricole togolais. Simple exemple, vous allez voir un fort taux de population utilisée dans le domaine agricole dans les pays africains. Vous ne verrez pas le même schéma dans les pays européens. Si on se rend compte, on voit effectivement qu'ils ont quelque chose là-bas qu'ils utilisent que nous autres on n'utilise pas. Et je pense que le secret, c'est la mécanisation et l'irrigation. Nous avons besoin de transformer notre agriculture pour que nous puissions assurer l'autosuffisance alimentaire. Et cela passe par la mécanisation et l'irrigation. Il y a des machines, il y a toute catégorie. Donc on a aussi des machines agricoles, à savoir les tracteurs, les agriculteurs et moissonneuses. Bon, côté riz aussi on a les machines de transformation de riz. Bon, comme matériel de transformation de riz, on a les calibreuses, c'est pour avoir le riz de différentes catégories. On a aussi la machine, moulin de riz, la décortiqueuse. Oui. Donc on a la décortiqueuse qui permet de transformer le riz bâti en riz grain. Lorsque vous avez des problèmes d'agriculture, vous appelez CIA, vous avez la solution. C'est l'occasion pour nous de rencontrer les agriculteurs, pour les exposer en quelque sorte ce que nous avons et les innovations que nous avons apportées à l'agriculture. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement nos vaillants producteurs utilisent encore les tabacs pour le labour. Donc on essaie d'introduire le motoculteur pour permettre aux agriculteurs de labourer facilement sans effort. On a aussi la moissonneuse du riz pour leur permettre aussi de récolter le riz sans problème. Parce qu'actuellement, ils utilisent une faucheuse et avec toutes les difficultés que ça contient, bon, avec la moissonneuse de riz, on va réduire l'effort qu'ils mettent dedans. Merci beaucoup. Cette édition met à l'honneur la région de la Kara afin de faire un zoom sur les différents projets mis en œuvre par le gouvernement togolais et par les collectivités locales de la dite région. Selon M. Atiko, le changement climatique a forcément des conséquences négatives sur la productivité agricole, d'où la solution de mécanisation et d'irrigation pour transformer notre agriculture en une agriculture moderne capable de nourrir la population, car la mécanisation a le potentiel d'accroître et d'élargir la production, de l'application de l'énergie à l'amélioration du traitement de l'irrigation et de compenser les pénuries de main-d'œuvre. Au total, 200 exposants venus de 15 pays, à l'instar du Bénin, du Cameroun, du Nigeria, de la France, de la Turquie et de l'Allemagne, sont présents à ce salon avec plus de 5000 participants envisagés. Nous avons différents domaines d'activité. On a nos domaines phares. Ce qui nous amène ici, c'est l'agroécologie, c'est-à-dire l'agriculture durable. Et nous intervenons aussi dans le développement holistique, dans la gestion de projets, tout ce qui touche au changement climatique. Nous avons produit des manuels de bonne pratique sur l'agroécologie que nous exposons ici. Nous avons aussi le riz produit écologiquement avec nos producteurs d'aménagement que nous avons exposés dans nos stands. Et aussi différents documents qui touchent la valorisation des plants médicinaux que nous avons exposés dans nos stands. Pourquoi nous participons à ce salon? C'est parce que nous avons de l'expertise en termes d'accompagnement en agroécologie. Donc nous sommes venus pour exposer notre expertise à tous les visiteurs et aussi signer des partenariats possibles. Je viens de dire que nous avons du riz localement produit à base des pratiques agroécologiques. Donc nous sommes là pour exposer aussi ces produits-là. Et en termes d'attente, c'est d'avoir beaucoup plus de partenariats sur nos différents projets, avoir plus de producteurs qui aimeraient qu'on les accompagne dans le processus de transition agroécologique. C'est donc parti pour 10 jours d'exposition et de partage en connaissances agricoles. Le gouvernement du Ghana lance un plan d'investissement de 550 milliards de dollars en faveur de la transition énergétique. Parmi les secteurs visés figurent l'électricité et la mobilité. À travers ce plan, le Ghana vise la neutralité carbone d'ici 2060. Les détails avec Alexandra Adekambi.
Alors que le Ghana est plongé dans une crise économique depuis la cessation de paiement d'une partie de sa dette en fin 2022, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo annonce un plan d'investissement en faveur de la transition énergétique. Ce plan a été présenté à la communauté internationale lors du Global Africa Business Initiative, un événement organisé en marge de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ONU à New York aux États-Unis. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060. Dans le cadre du précédent plan, ce pays d'Afrique de l'Ouest visait un développement à zéro émission nette à l'horizon 2070. Pour l'Organisation internationale Sustainable Energy for All, ce nouveau projet montre que le Ghana a revu ses ambitions à la hausse. Alors, au cours des prochaines années, Accra compte mobiliser 550 milliards de dollars avec le concours de la communauté internationale pour le déploiement de solutions à faible teneur en carbone dans les secteurs clés de son économie, notamment le pétrole, le gaz, l'industrie, les transports, la cuisine et l'électricité. Actuellement, le Ghana affiche une capacité électrique installée de 5300 MW, dont plus de 3000 MW issus de sources fossiles, notamment le gaz et le pétrole, selon Power Africa. En matière de cuisson propre, tout reste à faire puisque 70% de la population cuisine toujours au feu de bois et autres solutions polluantes selon la Banque mondiale. Les financements mobilisés permettront la distribution de fourneaux écologiques, les énergies renouvelables, de l'hydrogène en faible teneur en carbone et la mobilité électrique. D'après les estimations du gouvernement ghanéen, ces secteurs devraient couvrir les 90% de la réduction des émissions visées d'ici à 2060. Dans la même période, au moins 400 000 emplois pourraient être créés dans les secteurs en lien avec la transition énergétique. Un investissement de 11,5 milliards de francs CFA est accordé à la Côte d'Ivoire afin de soutenir les projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. L'initiative vise à réaliser un audit énergétique pour amener la plupart des entreprises consommatrices à réduire leur consommation des énergies non renouvelables. Léonce Sago. La Côte d'Ivoire a annoncé un investissement de 11,5 milliards de francs CFA pour soutenir des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Cette initiative vise à favoriser la transition énergétique et à réduire la dépendance du pays aux sources d'énergie non renouvelables. L'initiative s'inscrit aussi dans le cadre des efforts déployés par la Côte d'Ivoire pour atteindre ses objectifs de développement durable et de lutter contre le changement climatique. Ce financement a été mis à la disposition de deux banques partenaires, à savoir la Société Générale et la NCA, par l'Agence française de développement AFD. L'objectif du programme est de réduire la consommation d'énergie des entreprises et des particuliers dénommés Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance, SUNREF, à travers le développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne. Selon Bruce Jérémy Quadio, économiste, c'est une opportunité qui permettra à la Côte d'Ivoire de pouvoir continuer de développer les approches de réduction de la dépendance aux énergies. Il affirme aussi que la Côte d'Ivoire dispose de plusieurs ressources qui permettent de mettre en œuvre cette transition énergétique, en l'instar des déchets agricoles qui peuvent être utilisés dans le cadre de la production d'énergie renouvelable. Il est à savoir qu'une partie de l'investissement sera consacrée à la mise en place du système d'éclairage économe en énergie dans les bâtiments, la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire dans les industries et la sensibilisation des citoyens aux gestes éco-responsables. À côté de cela, le potentiel est énorme en Côte d'Ivoire. Les défis au niveau de l'efficacité énergétique résident dans la réalisation d'audits énergétiques pour réduire et amener la plupart des entreprises consommatrices à réduire la consommation tant en pétrole, en gaz qu'en électricité, a déclaré Bruce Jérémy Quadio. Précisons que les engagements à la COP 21, intitulés Contributions prévues déterminées au niveau national, ont pour but de réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2030. C'est dans ce contexte qu'intervient le programme de finances vertes SUNREF Côte d'Ivoire qui vise à promouvoir les investissements du secteur privé en faveur de la transition énergétique ivoirienne.
L'atmosphère devient de plus en plus invivable à Madagascar. À Antananarivo, la capitale, la pollution de l'air a atteint des proportions inquiétantes. La Direction générale de la météorologie malgache lance l'alerte et invite les populations à prendre des précautions, et ceci durant tout le mois d'octobre. Suivant. La pollution de l'air est à son plus haut niveau dans la capitale malgache. Les personnes sensibles vivant dans les quartiers populaires d'Antananarivo sont invitées à prendre des précautions. La qualité de l'air est malsaine dans certaines zones et dépasse le niveau d'alerte de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La direction malgache de la météorologie prévient que les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes, ainsi que les personnes atteintes de problèmes respiratoires et cardiaques peuvent subir des effets sur leur santé si elles sont exposées pendant 24 heures à cette qualité d'air malsaine. Ces personnes sensibles risquent des crises d'asthme, les irritations des voies respiratoires et pire, le cancer de poumon. D'après le service de recherche météorologique, cette qualité malsaine de l'air s'explique par la fumée de certaines décharges, des feux de brousse, la fumée des briques brûlées autour de la capitale Antananarivo et les gaz d'échappement des véhicules. Il faut noter que cette pollution d'air risque de s'accentuer d'ici la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre au vu de la chaleur de la saison actuelle qui est favorable à l'augmentation de cette pollution. Il est alors recommandé un renforcement des contrôles lors des visites techniques des véhicules, la lutte contre les feux de brousse et la diminution de la circulation des véhicules en ville pour faire baisser le degré de pollution de l'atmosphère. Un rapport publié par la Royal Botanic Garden Kew révèle que 45% des espèces végétales sont menacées d'extinction. Pour cause, la perte de l'habitat, la modification de l'utilisation des sols et le changement climatique. Selon les analyses, 77% des espèces végétales non connues sont les plus menacées par cette disparition. Léon Sagbo nous en dit plus. D'après un rapport publié mardi par les Jardins botaniques royaux de Kew, situés à l'ouest de Londres, les espèces végétales sont menacées de perte d'habitat, de modification de l'utilisation des sols et le changement climatique. Les proportions de cette situation à court terme se sont accrues. Mathilda Brown, analyste des sciences de la conservation à la Royal Botanic Garden Kew, explique que près de la moitié des espèces végétales connues, soit 45%, sont menacées de disparition. Cette situation est plus grave pour les espèces qui ne sont pas encore connues, car jusqu'à 3 espèces sur 4, soit 77% de toutes ces espèces non encore identifiées, sont déjà menacées d'extinction. Depuis 2020, plus de 18 800 nouvelles espèces de plantes et champignons ont été nommées et ajoutées à la base de données internationale d'espèces végétales scientifiquement répertoriées. Mathilda Brown affirme aussi que pour obtenir ce chiffre pour des espèces dont nous ignorons l'existence, nous avons examiné les espèces qui ont été nommées et la date à laquelle elles l'ont été. Nous avons ensuite recueilli les informations de la liste mondiale des plantes et avons comparé l'année à laquelle une espèce a été identifiée par rapport à la probabilité qu'elle soit menacée. Nous avons trouvé cette relation nette, statistiquement étayée, qui dit en gros que les espèces décrites dans les années 1800 ne sont probablement pas menacées, contrairement à celles identifiées en 2019, 2020, qui sont plus susceptibles d'être en danger. Mais l'analyste a toujours espoir et dédramatise car selon elle, tout n'est pas sombre et qu'il est passionnant de constater que la découverte de nouvelles espèces étonnantes pour la science continue. Le président de la COP28, le sultan émiratis Ahmed Al-Jaber, a annoncé un important projet gazier à quelques semaines de la conférence internationale. La compagnie publique émiratis ADNOC affirme que le projet sera le premier au monde à opérer avec un objectif d'émission zéro net, ce qui suscite des critiques des défenseurs de l'environnement. Rafiatou Mbirkou pour les détails. À quelques semaines de la conférence mondiale pour le climat qui se tiendra dans le riche état du Golfe, le géant des hydrocarbures émirati ADNOC a annoncé l'attribution des contrats de construction d'un important projet gazier. Ce projet qui concerne les champs offshore de Haï et Gacha sera le premier au monde à opérer avec un objectif zéro émission nette, a déclaré la compagnie publique émirati dans un communiqué. Ceci va attirer les critiques des défenseurs de l'environnement. Signés au dernier jour du Salon de l'énergie à Abu Dhabi, les contrats du projet attribués par ADNOC ont une valeur estimée au total à 16,94 milliards de dollars.
Les travaux de construction des deux sites offshore ont été confiés à une co-entreprise entre l'Émirati National Petroleum Construction et l'italien Sapem, tandis que la société italienne Tecnimont se chargera des infrastructures onshore. Présenter un projet d'énergie fossile comme étant net zéro émission opérationnelle est totalement trompeur, a révélé Mia Moisio du groupe d'experts de Climat Action Traca, en soulignant que la majorité des émissions des hydrocarbures proviennent de leur combustion et non de leur production. Selon le communiqué de l'ADNOC, le projet comprendra des technologies de décarbonisation innovantes, permettant de capter et stocker 1,5 million de tonnes de CO2 par an et bénéficiera de l'hydrogène à bas carbone et l'électricité produite à partir du nucléaire et des énergies renouvelables. En revanche, le projet Aïgacha fait partie de la concession de Gacha dans l'émirat d'Abu Dhabi qui vise à produire plus de 42,5 millions de mètres cubes de gaz par jour d'ici à 2030, contribuant à l'autosuffisance des Émirats arabes unis en gaz et la stratégie de croissance et d'exportation d'ADNOC Gaz, la filiale gazière du groupe selon la même source. 45 pays au monde se sont engagés à restaurer 10 500 km² de récifs coralliens. Pour ce faire, ces pays vont lever 12 milliards de dollars d'ici 2030 afin de conserver et restaurer les récifs coralliens menacés dans le monde entier par les changements climatiques. Retrouvons Rachito Mereko. Pour conserver et restaurer les récifs coralliens menacés dans le monde entier par le changement climatique, 45 pays se sont engagés à lever 12 milliards de dollars d'ici 2030. C'est un projet lancé par l'Initiative internationale pour les récifs coralliens. Pour conserver et restaurer les récifs coralliens menacés dans le monde entier par le changement climatique, 45 pays se sont engagés à lever 12 milliards de dollars d'ici 2030. C'est un projet lancé par l'Initiative internationale pour les récifs coralliens. Du nom de Reef Bricktrot, ce projet est créé en 1994 et a pour objectif de rassembler des pays qui abritent les 3/4 des récifs coralliens dans le monde. Ces derniers s'engagent à doubler les zones de récifs coralliens placées sous protection et d'en restaurer environ 10 500 km³ de récifs coralliens. Cet investissement nous permettra une gestion plus efficace des récifs coralliens, y compris pour la qualité de l'eau, des zones côtières et des réglementations locales et régionales, a souligné le groupe. Les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur du système terrestre provoqué par l'activité humaine. Cette accumulation d'énergie ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère. Cette année, un blanchissement massif a été déjà observé en Floride, avec la crainte que le pire soit à venir avec le phénomène climatique El Niño. En 2020, une étude avait estimé que 174,5 milliards de dollars par an étaient nécessaires pour assurer une protection plus générale des océans. C'est un nouvel engagement qui survit pendant que les récifs coralliens sont menacés par l'augmentation de la température en mer. L'initiative est importante et opportune, a affirmé auprès de l'AFP David Booth, professeur d'écologie marine en Australie. Les initiatives visant à réduire l'utilisation des combustibles fossiles sont les plus importantes pour les récifs coralliens, mais 12 milliards de dollars, c'est très peu pour avoir un impact mondial. Il faudra les utiliser judicieusement, a-t-il ajouté. Un récif corallien ou encore barrière de corail est une structure naturelle bioconstruite à l'origine de laquelle sont essentiellement les coraux. Retour sur le continent africain pour clore cette édition. Texfad, une jeune start-up locale, s'est lancée dans le recyclage des déchets de bananes en Ouganda. L'entreprise récupère les déchets des troncs d'arbres de bananiers pour les transformer notamment en textiles. Comment cela se fait-il? Irène Papadina pour les précisions. L'Ouganda est l'un des premiers producteurs de bananes en Afrique et les Ougandais eux-mêmes en sont des grands consommateurs.
Cependant, la culture de ce fruit entraîne de nombreux déchets qui polluent l'environnement. Nous avons décidé de travailler avec la fibre de banane en raison tout d'abord de l'avantage que possède l'Ouganda. C'est l'un des plus grands producteurs et consommateurs de bananes au monde. Cela nous laisse des millions de tonnes de déchets car la banane ne pousse qu'une fois et ne se récolte qu'une fois. Après la récolte, la tige est donc un déchet. Les tiges de bananier sont séchées puis introduites dans cette machine qui les transforme en fibres résistantes. À partir de là, les possibilités sont multiples. Ces fibres permettent à l'entreprise de créer notamment des tapis, des dessous de table. Cette initiative de Texfat permet de protéger l'environnement et participe à l'économie circulaire du pays. Selon Agrey Mugang, chef d'équipe de l'entreprise Tupand Holding, la contribution à la chaîne de valeur consiste à apporter un revenu supplémentaire à l'agriculture et à transformer ces déchets en quelque chose de précieux, bénéfique pour l'environnement et pour l'économie de la population. Ces fibres permettent également de fabriquer des extensions pour les cheveux. L'avantage est qu'une fois utilisées, ces extensions biodégradables peuvent être enterrées pour servir de compost. Le problème avec les fibres synthétiques, c'est qu'elles sont si obstructives que partout où vous allez, même si vous allez creuser dans des jardins en ce moment, vous en trouverez. Ce qui n'est pas très écologique comparé à ces fibres-là. Elles peuvent donc pourrir et se dégrader dans le sol et cela n'empêchera pas l'eau de circuler. Grâce à cette activité respectueuse de l'environnement, l'entreprise a également pu créer des emplois dans la région. Elle souhaite désormais s'étendre sur le plan national et dans le reste du monde. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur votre chaîne Prune TV International.